Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule La formation des chaînes de montagne. Alors, pour commencer, on doit d'abord se poser la question sur les différents types de chaînes de montagne qui se trouvent au niveau du globe terrestre. Il y a différents types de chaînes de montagne selon leur processus de formation. Elles sont localisées dans des régions bien précises, et ceci est en relation avec les mouvements tectoniques. Alors, quels sont les types de chaînes de montagne? Quelles sont les caractéristiques de ces chaînes? Et quelle est la relation entre les chaînes de montagne et la tectonique des plaques? Où se trouvent les chaînes de montagne à l'échelle mondiale? Ce document montre la carte mondiale et on remarque que les chaînes de montagne, comme les Alpes, l'Himalaya et les Andes, se trouvent chacune, donc les Alpes par exemple, ils se trouvent au niveau de la, on va dire, la limite entre la plaque euro-asiatique et l'Afrique. En général, les Alpes, c'est un ensemble de massifs qui occupe tout le sud de la France et il s'étend jusqu'à l'Autriche. L'altitude la plus élevée est de 4809 mètres. Donc, c'est le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Ensuite, on a l'Himalaya, c'est un massif montagneux de l'Asie qui sépare le sous-continent indien et la Chine, enfin le sous-continent indien de la Chine et l'Asie centrale. La plus haute altitude est de 8000 mètres. Et le plus connu, c'est le mont Everest. Ensuite, vous avez les Andes, donc la chaîne des Andes. C'est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde. Elle est orientée nord-sud tout le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Alors maintenant, de point de vue géologique, si on compare cette carte avec celle de la répartition des plaques tectoniques, que nous avons vu déjà dans le cours de la tectonique des plaques, on voit que les Alpes, ici, se trouvent entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine. L'Himalaya se trouve pareil entre la plaque euro-asiatique et la plaque indienne. Alors on voit que cette zone-là, c'est la présence de zones de collision. Pour les Andes, elle est située bien, la chaîne des Andes, elle est située entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine. Si on voit la légende, ça correspond à une zone de subduction. Donc, les Alpes et l'Himalaya sont appelées les chaînes de collision. La chaîne des Andes est appelée chaîne de subduction. Et si vous constatez bien, il n'y a pas de chaîne de montagne au niveau des zones de divergence. Comme ça, on pourrait conclure que les chaînes de montagne se répartissent au niveau des zones de convergence. Alors maintenant, on va voir les caractéristiques de la chaîne de collision. Comme exemple, l'Himalaya. Pour cela, on va utiliser ce document. Alors, le document montre déjà d'un côté la situation de cette chaîne de montagne entre l'Inde et l'Asie. Et à côté, vous avez la carte géologique simplifiée de l'Himalaya. Alors, vous êtes tenu à relever à partir de ce document les différentes caractéristiques de la chaîne d'Himalaya en vous basant bien sûr sur la légende que vous avez juste au-dessous de la coupe géologique. Alors, on voit bien qu'il y a la première chose, chevauchement. Et ce chevauchement est dû aux contraintes compressives.
Vous avez également la présence de granit, ce qui montre qu'il y a une érosion, parce qu'on sait que le granit, c'est une roche plutonique qui se forme en profondeur. Or, là, on voit qu'il y a un affleurement. S'il y a affleurement, ça veut dire que la région a subi une érosion. Ensuite, on a ce qu'on appelle le prisme d'accrétion, qu'on avait déjà vu au niveau de la tectonique des plaques, c'est-à-dire l'accumulation des sédiments suite à des contraintes de compression. Et vous avez aussi des sédiments marins. Et enfin, des ophiolites. Alors, les ophiolites, c'est quoi? Les ophiolites, ce sont des roches issues de l'océan. C'est-à-dire qu'on ne peut les trouver que dans les océans, comme le basalte, le gabbro et la péridotite. Alors, ces roches-là sont caractéristiques, ça veut dire que, bien sûr, nous, on sait que dans cette région, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan. Mais le fait de trouver ce genre de roches montre que, à un certain moment, à une époque, il y avait une mer ou bien un océan dans cette région-là et qui a disparu suite aux contraintes qu'on va voir par la suite lors de la spécification des détails concernant les étapes de formation de la chaîne de collision. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va prendre l'exemple, bien sûr, de l'Himalaya. Alors, pour l'Himalaya, on voit bien que, comme on avait montré tout à l'heure, c'est la collision entre l'Inde et la partie, on va dire, euro-asiatique, une partie de la plaque euro-asiatique. Alors, il y a 71 millions d'années, l'Inde était bien séparée de l'Asie. Et au cours du temps, l'Inde s'est rapprochée progressivement jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée en contact avec la plaque euro-asiatique. Comment ceci s'est produit? Alors, une fois qu'ils se sont rapprochés, à un certain moment, il y a un enfoncement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Donc, croûte océanique, là, et on voit ici la croûte continentale. Donc, il y a un enfoncement, donc ce qu'on a appelé la subduction, justement. Mais cette subduction, elle n'a pas engendré la formation de montagnes. Donc, il y a toujours subduction, jusqu'à ce que les marges continentaux des deux plaques se sont rencontrés. Et avec cela, on a une fermeture de l'océan. C'est-à-dire une disparition petit à petit de l'océan. Et finalement, une collision entre les deux marges continentales avec formation du prisme d'accrétion. Bien sûr, il y a toujours des sédiments qui s'accumulent et qui forment le prisme. Et finalement, une formation des chaînes de montagnes. Comme c'est montré ici, là, vous avez les deux. Donc, il y a une contrainte qui a fait que vous avez une disparition de l'océan et une formation de la chaîne de montagnes. Alors, on peut schématiser ces étapes-là en disant qu'il y a un rapprochement entre les deux plaques, une plaque océano-continentale avec une autre plaque océano-continentale, fermeture progressive de l'océan et enfoncement de la lithosphère océanique avec formation de volcans, bien sûr qui est dû à, tout simplement, on a dit, une fusion partielle de la lithosphère. Donc vous avez les volcans, formation de prismes d'accrétion, ce que j'ai entouré en jaune. Et enfin, vous avez la collision des deux plaques, c'est-à-dire les deux plaques qui se forment avec formation des plis, des failles, formation ou bien présence on a dit des roches qui sont des traces de l'océan ou bien de la lithosphère océanique, ce qu'on a appelé les ophiolites. Et vous avez aussi bien sûr
Donc, une fois que l'activité volcanique s'arrête, vous avez du granit qui commence à se former en profondeur. Donc, ce sont des roches magmatiques en général. Et vous avez bien sûr, comme j'ai dit, les ophiolites. Donc là, avec ça, on aura fini la partie sur les chaînes de collision et on va voir les chaînes de subduction. Alors là aussi, on va montrer dans ce document la chaîne des ondes. Alors, à partir de ce document, vous devrez, pareil, être capable de relever les différentes caractéristiques d'une chaîne des ondes. D'accord? Alors, si on voit bien, et bien sûr, on va se s'aider grâce à la légende. Toujours, je vous dis, il faut toujours regarder la légende. Elle nous donne beaucoup d'informations. Alors, on voit qu'il y a des volcans explosifs. Beaucoup de volcans explosifs d'un côté. Et vous avez aussi des foyers sismiques. Donc, ils se répartissent le long de votre chaîne des ondes. Donc déjà, les deux premières caractéristiques, c'est la présence des volcans et la présence des séismes. Alors les séismes, c'est vraiment caractéristique aux chaînes de subduction. On ne l'avait pas vu au niveau de la chaîne de collision. Justement, ici, si on voit la localisation de cette chaîne de montagne, elle se trouve, comme on avait dit déjà, entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Et le long de cette subduction, on voit qu'il y a les foyers sismiques qui sont répartis selon le plan de Benioff. Ce qui montre bien qu'il s'agit bien d'une chaîne de montagne issue d'une subduction. Alors là, vous avez un schéma qui résume l'ensemble des caractéristiques. C'est un modèle qui résume l'ensemble des caractéristiques qu'on voit qui sont les séismes, les foyers de volcans, les sédiments, les prismes d'accrétion et les volcans. Les failles, comme on a dit, et les foyers de séisme. Donc, en conclusion, nous avons on va dire une activité volcanique andésitique, c'est-à-dire explosive. Et ça, on l'avait déjà vu pour les volcans. Et nous avons beaucoup de foyers sismiques répartis selon le plan de Benioff. Alors, quelles sont maintenant les étapes de formation de la chaîne de subduction? On va utiliser ce schéma pour nous aider un petit peu à récapituler les différentes étapes. Eh bien, tout commence à partir d'une marge continentale passive, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'action, il y a que des mouvements, on va dire de divergence, et aussi on a un petit peu les mouvements qui sont dus juste à un mouvement de tapis roulant. Hein, si vous vous rappelez bien, on parlait de tapis roulant. Donc, on l'appelle une marge continentale passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone de subduction, il n'y a rien. Mais avec le temps, on a des sédiments qui se forment suite à l'érosion de la partie continentale. Ensuite, vous avez des contraintes compressives qui font que vous avez une cassure au niveau de cette lithosphère. Et après, vous avez, suite à une augmentation de la densité, la plaque océanique va s'enfoncer sous la plaque continentale. Donc, c'est le phénomène de subduction. Sauf que là, vous avez un enfoncement et en même temps, vous avez le rapprochement entre les deux plaques, la plaque océanique et la plaque océano-continentale. Vous avez ici ce qu'on appelle des ondes d'obduction. Alors, c'est quoi les ondes d'obduction? En fait, le fait qu'il y ait cette contrainte, vous avez la partie continentale, donc une partie de sédiment en quelque sorte, qui va chevaucher sur l'autre plaque. Et ça va nous donner, bien sûr, les prises d'accrétion. Et surtout, vous avez des failles
inverse, des plis, et ainsi de suite. Alors, finalement, vous avez un soulèvement de la lithosphère continentale. Bien sûr, suite à cette subduction, on a un soulèvement d'une partie. Donc, il y a une partie qui s'enfonce et l'autre qui va se soulever. Comme ce qu'on avait vu au niveau des failles. Hein. Donc, après, vous avez la poursuite des soulèvements avec une forte activité volcanique. Et vous avez maintenant la subduction de l'autre côté. Donc, l'autre plaque qui va commencer à s'enfoncer également et qui va on va dire, permettre la formation de volcans, de nouveaux volcans. Donc, ce qu'on appelle une nouvelle marge active de subduction. La subduction continue et plus la subduction va s'accroître, plus le rapprochement entre les deux plaques sera élevé jusqu'à ce que les deux marges continentales des deux plaques, c'est-à-dire la partie continentale de la plaque océano-continentale et la partie donc, continentale, elles vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce qu'ils rentrent en collision tous les deux, jusqu'à ce qu'ils rentrent en collision et ça donne la chaîne de montagnes caractéristique et qui permet d'avoir une altitude qui est encore plus grande. Donc le dynamisme continue jusqu'à ce qu'il y ait formation de cette chaîne de montagnes avec une plus grande altitude comparée au prisme d'accrétion. Donc voilà, avec ça, on aura fini notre cours d'aujourd'hui. Et la séance prochaine, bien sûr, on aura fini carrément avec le chapitre sur les phénomènes géologiques internes. Et la séance prochaine, on va commencer la partie sur la reproduction des êtres vivants. Allez, bon courage et faites une révision de tout ce que nous avons vu et à la prochaine séance.